Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le manoir de William Harrington dominait la baie comme un roi silencieux. Verre, marbre et acier poli, tout y respirait la richesse, le contrôle et la méfiance. À 58 ans, William était devenu millionnaire à force de discipline et de trahison subie. Associés, amis, même des membres de sa famille, tous avaient, un jour ou l'autre, tenté de profiter de lui. C'est pour cela qu'il testait toujours les gens. Toujours. Ce matin-là, une nouvelle femme de chambre franchit les lourdes portes du manoir. Elle s'appelait Emily Carter. 27 ans. Silhouette discrète, geste calme, regard clair mais fatigué, le regard de quelqu'un qui a connu des fins de mois difficiles sans jamais se plaindre. Elle portait l'uniforme impeccablement repassé, comme si ce travail comptait plus que tout. William l'observait depuis la salle de contrôle, derrière un mur d'écran. Chaque couloir, chaque pièce stratégique était sous surveillance. Pas par paranoïa, disait-il. Par expérience. Voyons qui tu es vraiment, Emily Carter, murmura-t-il. Dans son bureau personnel, la pièce la plus interdite du manoir, William prit une décision calculée. Il ouvrit lentement son coffre-fort mural. À l'intérieur, des liasses de billets, des documents bancaires, une montre rare valant plus qu'une maison, et une clé USB noire, celle que même son avocat n'avait jamais vue. Il laissa le coffre grand ouvert. Puis, volontairement, il appela Emily. « Mademoiselle Carter ? Pourriez-vous nettoyer mon bureau ? Je serai absent quelques minutes. » Emily hocha simplement la tête. « Bien sûr, monsieur Harrington. » Lorsqu'elle entra dans la pièce, le silence était presque pesant. Le soleil traversait les grandes baies vitrées et illuminait le coffre-fort ouvert, comme une tentation posée au centre de la pièce. Dans la salle de contrôle, William croisa les bras. Les caméras zoomèrent automatiquement. Il avait déjà vu ce scénario des dizaines de fois. Certains jetaient un regard rapide, pensant être seuls. D'autres prenaient une photo. Quelques-uns ne résistaient pas et volaient un billet, un objet, juste un petit quelque chose. Emily, elle, s'arrêta net. Son regard se posa sur le coffre. Son souffle se suspendit une fraction de seconde. On pouvait presque lire le combat intérieur sur son visage. Pas l'avidité, mais la peur. La dignité contre le besoin. Elle s'approcha lentement. William se pencha vers l'écran, le cœur étonnamment serré. Alors, pensa-t-il. Montre-moi qui tu es. Emily leva les yeux vers la caméra dissimulée dans un coin, comme si elle la sentait sans la voir. Puis, à la stupéfaction du millionnaire, elle fit quelque chose qu'aucun employé n'avait jamais fait auparavant. Elle referma doucement le coffre-fort. Pas brusquement. Pas avec panique. Avec respect. Elle prit ensuite un chiffon, nettoya le bureau, parfaitement, sans jamais revenir vers le mur. Avant de quitter la pièce, elle s'arrêta, hésita, puis laissa un petit mot manuscrit sur le bureau. Dans la salle de contrôle, William sentit sa gorge se nouer. Il quitta précipitamment son siège et retourna dans son bureau. Le mot disait simplement. « Monsieur, votre coffre-fort était ouvert. Je l'ai refermé. Je ne sais pas ce qu'il contient, mais je sais ce que je vaux. Emily. » Pour la première fois depuis des années. William Harrington sourit. Non pas comme un homme riche. Mais comme un homme remis en question. Et il ne savait pas encore que ce simple test allait bouleverser sa vie bien plus que n'importe quelle trahison passée. William Harrington resta longtemps immobile dans son bureau, le petit mot d'Emily entre les doigts. Les mots étaient simples, presque banals, mais ils l'avaient frappé comme un coup de poing invisible. Je sais ce que je vaux. Ces 5 mots résonnaient encore dans son esprit. Il referma le coffre-fort lui-même, lentement, comme pour effacer la preuve de son propre cynisme. Puis il s'assit derrière son immense bureau en acajou, le regard perdu vers l'océan. Pour la première fois depuis des années, il doutait de ses méthodes. « Et si, cette fois, je m'étais trompé » murmura-t-il. Quelques minutes plus tard, il convoqua Emily par l'interphone. « Mademoiselle Carter, pourriez-vous revenir dans mon bureau »
s'il vous plaît. Dans le couloir, Émilie sentit son cœur accélérer. Elle avait fait ce qu'elle jugeait juste, mais elle connaissait la réalité. Dans les maisons de riches, la morale n'avait pas toujours sa place. Elle inspira profondément, redressa les épaules et entra. William la fixait, sans sourire, sans colère. Un regard impossible à lire. « Vous avez vu le coffre ?» dit-il enfin. Émilie hocha la tête sans détour. « Oui, monsieur. »« Et vous l'avez refermé ?» ?»« Oui. » Un silence épais s'installa. On entendait seulement le tic-tac discret d'une horloge hors de prix. « Savez-vous ce que contenait ce coffre ?» demanda-t-il. « Non, » répondit-elle calmement. « Et je ne voulais pas le savoir. » William fronça légèrement les sourcils. « Pourquoi ?» Émilie prit une seconde avant de répondre. « Pas pour mentir. Pour être juste. Parce que si j'avais regardé, même sans rien prendre, je n'aurais plus été la même personne en sortant de cette pièce. » Cette réponse fit vaciller quelque chose en lui. Pas de discours, pas de justification larmoyante. Juste une vérité simple. Beaucoup de gens auraient dit que personne ne les verrait, reprit William. Qu'un billet ou deux ne changerait rien à ma fortune. Émilie releva les yeux. Peut-être. Mais ça aurait tout changé pour moi. William se leva lentement et contourna le bureau. Pour la première fois, il se tenait à moins d'un mètre d'elle. Savez-vous que vous étiez filmé ? Émilie ne sembla ni surprise ni choquée. Je m'en doutais. Et pourtant vous avez pris ce risque. Ce n'était pas un risque, monsieur Harrington. C'était un choix. Un nouveau silence. Mais cette fois, il n'était plus froid. William hocha la tête. Vous travaillez ici depuis ce matin seulement, et vous venez de réussir un test que personne n'a jamais réussi. Émilie cligna des yeux. Un test ? Oui, admit-il. J'ai volontairement laissé ce coffre ouvert. Un léger sourire triste passa sur le visage d'Émilie. Alors j'imagine que j'ai passé l'examen. Bien plus que cela, répondit William. Vous venez de me rappeler quelque chose que j'avais oublié. Il retourna derrière son bureau, sortit un dossier et le posa devant elle. Votre contrat va être modifié. Salaire doublé. Horaire flexible. Et, une clause de confiance. Émilie resta figée. Monsieur, je ne comprends pas. Je ne cherche pas seulement une femme de chambre, dit-il. Je cherche quelqu'un qui ne se vend pas quand l'occasion se présente. Les yeux d'Émilie s'embuèrent, mais elle se maîtrisa. Merci, monsieur. Je ferai de mon mieux. J'en suis certain. Alors qu'elle s'apprêtait à sortir, William l'arrêta une dernière fois. Émilie ? Oui. Pourquoi ce travail comptait-il autant pour vous ? Elle hésita, la main sur la poignée. Parce que ma mère m'a appris qu'il n'y a qu'une chose qu'on ne peut pas perdre, même quand on n'a rien. Et c'est ? Émilie se tourna une dernière fois. La dignité. Quand la porte se referma, William resta seul. Mais quelque chose avait changé. Il ne savait pas encore que ce choix d'Émilie, ce jour-là, allait réveiller un passé enfoui. Et révéler un secret que même son argent ne pourrait pas étouffer. Les jours suivants, le manoir Harrington retrouva son calme habituel. Trop calme. William s'en rendit compte au 3e matin, lorsqu'il réalisa qu'il attendait presque le bruit léger des pas d'Émilie dans le couloir. Elle travaillait sans faire de bruit, mais rien ne lui échappait. Un cadre légèrement de travers. Une plante trop arrosée. Un rideau mal tiré. Elle corrigeait tout avec une précision presque affectueuse, comme si la maison n'était pas un symbole de richesse, mais un lieu fragile qu'il fallait respecter. William l'observait souvent, sans qu'elle le sache. Pas par méfiance cette fois. Par curiosité. Un après-midi, alors qu'Émilie nettoyait la bibliothèque privée, William passa devant la porte, et s'arrêta net. Elle était assise par terre, un vieux livre ouvert sur les genoux. Pas un livre de décoration. Un véritable ouvrage ancien. « Vous lisez ?» demanda-t-il, surpris. Émilie se leva d'un bond, confuse. « Pardon, monsieur. Je voulais juste vérifier l'état des pages. » William s'approcha et reconnut le titre.
Un ouvrage rare d'histoire économique, annoté de sa propre main, 30 ans plus tôt. Peu de gens comprennent ce livre, dit-il. Même parmi les diplômés. Émilie baissa les yeux. Ma mère adorait ce genre de livre. Votre mère était économiste? Non, répondit-elle avec un léger sourire. Femme de ménage. Comme moi. William resta silencieux. Mais elle lisait tout ce qu'elle trouvait, reprit Émilie. Elle disait que la connaissance n'appartient à personne, mais qu'elle ouvre des portes invisibles. William sentit un pincement étrange dans la poitrine. Où avez-vous appris à lire comme ça? Demanda-t-il. Le soir, après le travail. Dans les bibliothèques publiques. Quand les gens dorment, on apprend plus librement. Cette phrase le troubla plus qu'il ne voulait l'admettre. Ce soir-là, William consulta discrètement le dossier d'Émilie. CV simple. Trop simple. Aucune faute. Aucune incohérence, mais aussi aucune profondeur. Comme si une partie de sa vie avait été volontairement effacée. Il décida de creuser. Quelques jours plus tard, il remarqua quelque chose d'étrange. Chaque jeudi à 18h précise, Émilie quittait le manoir à l'heure exacte. Pas une minute de plus. Pas une de moins. Elle refusait systématiquement les heures supplémentaires. William n'était pas du genre à insister, mais cette fois, il posa la question. Vous avez un autre emploi? Émilie hésita. Non. Un engagement? Oui. Puis-je demander lequel? Elle le regarda droit dans les yeux. J'enseigne. William cligna des yeux. Vous enseignez? À des enfants qui n'ont pas les moyens d'aller à l'école privée, répondit-elle simplement. Dans un centre communautaire. Cette réponse le laissa sans voix. Pourquoi ne pas l'avoir mentionné? Parce que ce n'était pas ce que vous cherchiez, monsieur Harrington. Et qu'est-ce que je cherchais, selon vous? Émilie sourit doucement. Quelqu'un pour nettoyer. William se mit à rire. Un rire bref, sincère, presque oublié. Et si je vous disais que vous faites bien plus que ça? Émilie ne répondit pas. Le déclic eut lieu un soir de pluie. William rentra plus tôt que prévu et passa devant l'ancienne chambre d'amis, inutilisée depuis des années. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, Émilie était agenouillée devant une vieille armoire cassée, la réparant avec des outils rudimentaires. « Qui vous a demandé de faire ça ?» demanda-t-il. « Personne. »« Alors pourquoi ?» Émilie serra une vis, puis se redressa. « Parce que c'est dommage de jeter ce qui peut encore servir. » Ces mots frappèrent William comme une gifle silencieuse. Lui, qui avait remplacé des choses fonctionnelles simplement parce qu'elles n'étaient plus neuves. À cet instant, il comprit une chose essentielle. Émilie ne vivait pas dans le même monde que lui. Mais elle voyait bien plus clair. Et ce qu'il ignorait encore, c'est que le secret qu'elle portait n'était pas seulement moral, mais profondément lié à son propre passé. La révélation arriva par hasard. Ou peut-être jamais rien n'est vraiment un hasard. Ce matin-là, William Harrington cherchait un vieux document dans la pièce qu'il évitait depuis des années, l'ancienne salle d'archives. Des cartons empilés, couverts de poussière, témoignaient d'un passé qu'il préférait oublier. Il fouillait sans réel objectif, plus pour calmer une agitation intérieure que par nécessité. Sur une étagère branlante, un dossier glissa et tomba au sol. Il se baissa pour le ramasser, et s'arrêta net. Sur la couverture jaunie, un nom écrit à la main. Carter, L. Le cœur de William se serra. Il ouvrit le dossier, les mains soudain tremblantes. À l'intérieur, des documents juridiques, un jugement ancien, des articles de presse pliés. Et une photo. Une femme jeune, debout devant un immeuble modeste, un livre sous le bras. Le regard fier, malgré la fatigue. William la reconnut immédiatement. Non, murmura-t-il. Linda Carter. La mère d'Émilie. Des souvenirs enfouis remontèrent brutalement. 30 ans plus tôt, William n'était pas encore le magnate respecté qu'il était devenu. Il était ambitieux, brillant, et impitoyable. À l'époque, il avait racheté une petite entreprise de nettoyage sous-traitante. Une simple ligne dans un bilan. Une décision rapide.
Mais Lynda Carter avait refusé de signer certains documents. Elle avait dénoncé des pratiques illégales, salaires impayés, contrats falsifiés. Elle avait même tenté d'alerter la presse. William se souvenait maintenant. Il avait gagné. Elle avait perdu. Le procès avait ruiné Lynda. Elle avait été licenciée, blacklistée. Le dossier indiquait qu'elle était morte quelques années plus tard, malade, sans assurance, laissant une fille adolescente derrière elle. Emily. William referma brutalement le dossier. Un poids écrasant s'abattit sur sa poitrine. C'est donc ça. La femme qu'il avait testée avec un coffre-fort était la fille de celle qu'il avait brisée. Toute la journée, William observa Emily avec un regard nouveau. Chaque geste, chaque silence prenait un sens différent. Ce n'était pas seulement de la dignité. C'était un héritage. Le soir venu, il la convoqua. Emily entra dans le bureau. Elle sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Asseyez-vous, Emily » dit-il d'une voix plus grave que d'habitude. Elle obéit. William posa le dossier sur le bureau. Lentement. Délibérément. « Connaissez-vous ce nom » Emily blêmit en voyant la couverture. « Oui » murmura-t-elle. « C'est celui de ma mère. » Un silence lourd tomba entre eux. « Saviez-vous qui j'étais avant de venir travailler ici » demanda William. Emily leva les yeux, brillants mais fermes. « Oui. » William sentit le sol se dérober sous ses pieds. Alors, tout cela, le coffre, le mot, c'était. Ce n'était pas une vengeance, coupa Emily calmement. Je ne suis pas venu ici pour vous voler ou vous humilier. Pourquoi alors, demanda-t-il, presque suppliant. Emily inspira profondément. Parce que malgré ce que vous avez fait, ma mère m'a appris une chose, ne pas laisser le mal décider de qui tu deviens. William baissa la tête. Pour la première fois depuis des décennies, il avait honte. Votre mère avait raison, dit-il d'une voix brisée. Et j'ai eu tort. Emily se leva. Vous avez détruit sa vie, monsieur Harrington. Mais vous ne détruirez pas la mienne. Laissez-moi réparer, dit-il précipitamment. Elle s'arrêta à la porte. Certaines choses ne se réparent pas avec de l'argent. La porte se referma doucement. William resta seul, le dossier ouvert devant lui. Il comprit alors que le véritable test n'était pas celui qu'il avait imposé à Emily. C'était celui qu'elle venait de lui imposer à lui. La nuit fut longue pour William Harrington. Pour la première fois depuis 30 ans, il ne trouva aucun refuge dans ses écrans, ses chiffres ou ses murs blindés. Le visage de Lynda Carter revenait sans cesse, mêlé à celui d'Emily, droite et silencieuse, comme un miroir qu'il n'avait jamais osé regarder. À l'aube, une décision s'imposa à lui. Pas une stratégie. Pas un calcul. Un choix. Il convoqua son avocat, non pas pour se protéger, mais pour avouer. « Je veux rouvrir le dossier Carter », dit-il d'une voix ferme. « Publier les documents. Reconnaître publiquement ce que j'ai fait. » William, ce serait un suicide médiatique, répondit l'avocat. Vous perdriez des partenaires. Des contrats. Votre image. William regarda l'océan par la fenêtre. Alors je paierai le vrai prix. Pas celui de l'argent, celui de la vérité. Le même jour, Emily arriva au manoir pour récupérer ses affaires. Elle n'avait pas démissionné officiellement, mais son regard disait qu'elle ne resterait pas. Dans le salon, William l'attendait. Pas derrière un bureau. Debout. Sans caméra. Je ne vous demanderai pas de rester, dit-il. Ni de me pardonner. Il lui tendit une enveloppe. Emily ne la prit pas. Je ne veux pas d'argent. Ce n'est pas pour vous acheter, répondit-il calmement. C'est pour réparer ce que je peux. Il posa l'enveloppe sur la table et ajouta. J'ai décidé de rendre public le dossier de votre mère. De reconnaître ma faute. De créer un fonds à son nom pour les femmes invisibles, celles qu'on exploite sans jamais les écouter. Emily le fixa longuement. Pas avec colère. Pas avec gratitude. Avec gravité. Vous savez ce que ma mère aurait dit, demanda-t-elle. Non. Qu'un homme ne vaut pas ce qu'il possède,
Mais ce qu'il ose perdre pour faire ce qui est juste. Un silence profond suivit. Je pars, dit-elle enfin. Mais pas pour fuir. William hocha la tête. Je comprends. Elle s'arrêta sur le seuil. Une dernière chose. Le jour du coffre-fort, ce n'était pas votre test qui comptait. Alors quoi? Émilie se retourna. Le mien. Puis elle partit. Des mois plus tard, les journaux firent leurs gros titres. William Harrington reconnaît des pratiques illégales passées. Un millionnaire chute, mais dit la vérité. Il perdit des contrats. Des alliances. Une partie de sa fortune. Mais il gagna quelque chose qu'il n'avait jamais possédé. La paix. Un soir, dans un centre communautaire modeste, Émilie donnait cours à des enfants. Elle leva les yeux, et aperçut William au fond de la salle. Assis discrètement. Écoutant. À la fin du cours, il s'approcha. « Je ne suis pas venu pour parler, dit-il. Juste pour apprendre. » Émilie sourit. Pour la première fois. Alors asseyez-vous, monsieur Harrington. Il y a encore beaucoup à comprendre. Et dans cette petite salle sans luxe, le millionnaire comprit enfin que le vrai coffre-fort n'avait jamais été dans son mur, mais dans la conscience de ceux qu'il avait enfin appris à respecter.